pour pouvoir attribuer un logement à un demandeur, à un ménage, le demandeur doit forcément répondre à 3 conditions de base. Il doit être inscrit sur le fichier national unique des demandeurs et détenir un numéro unique de demandeur. Sans ce numéro-là, il est impossible à un bailleur social d'attribuer un logement. Il doit avoir la nationalité française ou avoir un droit de résidence en France, c'est-à-dire un titre de séjour ou un statut de réfugié par exemple. Et enfin, ses ressources doivent être inférieures au plafond fixé annuellement par l'État. C'est vraiment l'État qui nous fixe le montant du plafond pour lequel les candidats ne peuvent pas dépasser. Si ces 3 critères ne sont pas remplis, aucun ménage ne peut prétendre à avoir une attribution d'un logement social. La rapidité des propositions dépendra évidemment du secteur géographique, c'est-à-dire si les personnes cherchent plutôt les 2 agglomérations d'Annecy ou plutôt sur un secteur un peu plus détendu, les délais seront plus ou moins longs. Ça dépendra aussi de sa situation actuelle, ça dépendra aussi de son niveau d'exigence, c'est-à-dire que s'il dit je veux impérativement un dernier étage avec une grande terrasse et vue sur les montagnes, ça sera évidemment plus compliqué de lui donner rapidement satisfaction que quelqu'un qui n'a pas d'exigence particulière et qui ne stipule rien dans sa demande. Le choix initial des candidatures, c'est-à-dire la désignation des candidatures faites au bailleur, est réalisé par ce qui s'appelle des réservataires. Des réservataires, c'est en compensation par exemple d'un prêt bonifié, d'une TVA réduite, de l'apport d'un terrain à un prix inférieur au marché, d'une garantie d'emprunt, des droits de présentation de candidature à la commission d'attribution sont consentis pour une durée déterminée. Ces droits de présentation de candidature sont appelés des réservations. Ces réservations sont accordées à des réservataires qui sont majoritairement l'État pour les logements destinés à des fonctionnaires, l'État pour des logements destinés à un public prioritaire dit communément la réservation sociale, la commune sur laquelle le patrimoine est consenti, le conseil départemental, donc pour du public salarié du conseil départemental ou pour des ménages dans des situations prioritaires, et enfin Action Logement pour du public salarié d'une entreprise de plus de 10 personnes. Lorsqu'un logement est disponible à la location, le bailleur informe le réservataire qu'il peut proposer à minima 3 candidatures dont les situations correspondent au logement. La commune dispose de quelques semaines pour effectuer un rapprochement entre l'offre disponible et le logement proposé. Selon le profil de la demande, plusieurs réservataires peuvent proposer une candidature, c'est-à-dire que s'il y a une famille, un ménage par exemple, qui travaille dans une entreprise de plus de 10 salariés, qui est dans une situation de logement compliquée et qui recherche sur la commune Y, à la fois le réservataire communal peut proposer sa candidature, à la fois Action Logement, sous certaines conditions, peut proposer sa candidature, et à la fois sa candidature peut être proposée dans le cadre de la réservation sociale. Le rapprochement doit se faire en cohérence avec la composition de famille et la typologie du logement. Une fois que ces candidats sont proposés par le réservataire au bailleur, le bailleur prend contact avec les candidats en vue de la présentation des situations à ce qui s'appelle la CALEOL, c'est-à-dire la commission d'attribution et d'examen d'occupation des logements. Cette CALEOL est composée de, avec une voix délibérative, 6 administrateurs du bailleur, le maire de la commune où est implanté le logement, un représentant de l'État, un représentant de l'EPCI ou de l'agglo, et avec une voix consultative, le réservataire concerné par l'attribution et un représentant des organisations bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, c'est-à-dire des associations qui œuvrent sur le champ d'intervention auprès du public le plus fragile. Les dossiers de candidature donc sont présentés par les techniciens du bailleur, après contact avec les demandeurs et, dans la mesure du possible, organisation de la visite du logement pour s'assurer que les ménages sont d'accord pour avoir cet appartement s'il lui est attribué. Donc chaque membre détient une voix délibérative. Dans certaines conditions, celle du maire peut compter double. Les décisions peuvent être de 2 ordres. Soit c'est un accord avec un classement des candidatures retenues par ordre de priorité. Et l'autre type de décision, ça peut être un refus au regard d'éléments transmis à la fois par le bailleur et par les membres de la CALEOL. Évidemment, les décisions doivent être basées sur des critères objectifs et non discriminants.
Donc on voit qu'il y a en Haute-Savoie 24 500 demandeurs en attente d'un logement social. Alors c'est un chiffre qui est assez fort et qui tous les ans augmente régulièrement. Et il a augmenté de 92,6% en 10 ans. On est le département le plus dynamique de France, avec une croissance démographique de 1,5% par an. Je crois qu'on accueille 10 000 habitants chaque année en Haute-Savoie. Après, un autre chiffre qui est important, c'est que dans la demande de logement social, il n'y a pas que des personnes qui n'ont pas de logement social aujourd'hui, puisque une demande sur trois, c'est une famille qui est déjà logée dans le parc social et qui demande une mutation. On voit sur la carte aussi que les trois agglos que sont Thonon, Annemasse et Annecy concentrent 15 900 demandeurs sur les 24 500, soit 65% de la demande. Donc sur le profil des ménages, on voit qu'on a autant de familles que de personnes seules qui demandent un logement social. Et ensuite, on voit également que sur 44% de familles avec un enfant, on a la moitié qui sont des familles monoparentales. Sur les raisons, donc on a une demande sur 4 qui correspond à sans logement ou précaire ou insalubre. Ensuite, on a logement trop petit, logement trop cher, événements familiaux, et puis 8% correspondent à un besoin de rapprochement travail et commodité. Sur la demande, on a 42% des ménages demandeurs qui donc déclarent vivre dans un logement inadapté. Sur la situation socio-professionnelle des demandeurs, donc on a sur les ressources, 56% des demandeurs sont éligibles à un logement très social PLAI. Par exemple, PLAI sur une personne seule, c'est un plafond de 11 531 euros de revenu fiscal. Sur, par exemple, 3 personnes, ça va être 20 203 euros. 28 personnes relèvent des plafonds plus. Donc, pour 3 personnes, ça correspond à 33 670 euros. 59% des demandeurs font état d'une activité. 10% sont retraités. Seulement 1% sont étudiants. On a autant de personnes de moins de 25 ans que de personnes de plus de 65 ans qui se autour des 10%. Sur les attributions réalisées en 2019, donc on a 4 800 attributions qui ont été réalisées. Parmi elles, 3 000 attributions réalisées sur le parc existant, libéré dans l'année, et 1 800 attributions sur les nouveaux logements livrés dans l'année. Il faut à peu près 17 mois en moyenne avant d'obtenir un logement social. Il y a des réservataires, donc le chiffre il est différent si vous dépendez d'un réservataire ou si vous n'en dépendez pas, mais en moyenne, c'est 17 mois. Donc, on considère qu'on est en forte pression quand le taux de pression, qui est le ratio entre le nombre de demandes et le nombre d'attributions, est supérieur à 4. Donc, en Haute-Savoie, on a un taux de pression de 4,36 contre 3,6 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un taux de mobilité au sein du parc à 8,5%, qui est aussi le plus faible de la région, et un taux de vacances qui est aussi dans les plus faibles de la région de 1,3%. Alors, 94% des ménages relogés habitaient déjà dans le département. 76% habitaient déjà l'EPCI. Donc, ça veut dire que 3 ménages sur 4 sont gérés à l'intérieur de l'EPCI, ce qui en fait vraiment un échelon pertinent de la gestion de la demande. On a développé la bourse d'échange de logement. Donc, le principe, il est très simple. On échange son logement social avec un autre locataire du parc, ce qui nous rend vraiment acteurs de la demande. Et cela a constitué 52 échanges de logements. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'un organisme national qui s'appelle Action Logement. Et donc, nous gérons la participation des employeurs à l'effort de construction versé depuis la fin de l'année dernière par toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de favoriser le lien emploi-logement. Et effectivement, on va intervenir sur le parc social parce que l'objectif derrière, c'est de favoriser les prises de poste, les embauches ou mutations, aussi de fidéliser les salariés sur le territoire en agissant sur leur pouvoir d'achat et donc d'agir aussi globalement sur le parcours résidentiel. Nous intervenons sur le financement de la programmation des bailleurs sociaux. Donc entre 25 et 30% des logements nous sont réservés en contrepartie. Donc à fin 2019, nous avions d'ailleurs enregistré chez nous 6 500 demandeurs. Nous avons pu réaliser à fin 2019 1250 attributions dans le parc social familial en Haute-Savoie. En juin 2020, nous nous sommes dotés d'un nouvel outil de gestion locative qui va nous permettre de répondre à des enjeux multiples. C'est également un outil qui nous permet aussi d'accompagner
une démarche qui est aujourd'hui bien présente dans la société actuelle, une démarche de digitalisation. On a une part importante de nos salariés demandeurs qui sont en capacité de gérer leur demande de logement locatif social via un outil numérique. La désignation, nous, on l'a fait via un scoring qui s'applique sur notre plateforme, qui permet de classer les salariés en fonction de critères qui sont spécifiques à Action Logement et qui mettent notamment en avant, ça c'est notre réglementation et décidée par les partenaires sociaux au niveau national, ça met notamment en avant les jeunes de moins de 30 ans, les mutations professionnelles, mais on regarde également l'adéquation des ressources au loyer proposé, bien sûr, et l'ancienneté. Actuellement, notre plateforme qui fonctionne depuis seulement 6 mois a 4 300 demandeurs de la Haute-Savoie, salariés de la Haute-Savoie qui sont présents sur cette plateforme. Je voulais aussi vous signaler que cette plateforme, elle nous permet de répondre à différents enjeux et à intégrer les partenaires. D'abord, bien sûr, les bailleurs sociaux, puisque via cette plateforme, ils vont pouvoir nous proposer, nous flécher une offre. Et on verra après qu'aujourd'hui, ce sont les logements qui sont liés à nos financements et qui sont fléchés. Les entreprises ont également une vue sur cette plateforme, puisqu'elles peuvent souhaiter valider leurs demandes et également suivre les candidatures. C'est une vraie préoccupation des entreprises sur le département de savoir si un de leurs salariés a pu accéder à un logement locatif social. Quant au salarié, lui, alors bien évidemment, il va constituer sa demande sur la plateforme qui est en lien avec le SNE. Bien sûr, il faut qu'il ait un UD. Et puis, il va pouvoir, ça c'est la grosse nouveauté, on est sur de la location choisie. Donc, on affiche notre offre qui correspond au profil du salarié par rapport aux ressources, par rapport à la composition du ménage. Et le salarié va pouvoir se positionner sur un logement. Enfin, au niveau des territoires, donc vous, EPCI, la plateforme va nous permettre de jouer aussi notre rôle dans le cadre de la CIL, parce que bien évidemment, on traite à travers ça les publics prioritaires et les demandes d'ALLO. Et puis demain, elle offrira la possibilité d'intégrer les critères de la cotation pour les services de l'État. Moi, je voulais vous parler donc de la réforme du logement social, puisque depuis une dizaine d'années, l'État a décidé d'engager une grande réforme du logement social à partir de plusieurs constats. Le premier constat était que le parc privé était peu accessible aux ménages à bas revenus, ce qui engendre une forte tension sur le parc social. Autre constat qu'on peut faire depuis des décennies, c'est qu'il y a une concentration des ménages les plus fragiles dans les quartiers les plus en difficulté. Et il était constaté aussi des pratiques des attributions des logements sociaux différentes selon les acteurs et jugées unanimement opaques par l'ensemble des demandeurs et par les acteurs. Les objectifs étaient de favoriser l'accès au logement pour les ménages prioritaires. Les objectifs étaient de favoriser l'équilibre social des territoires, donc la mixité sociale, favoriser également le travail partenarial des acteurs et définir la politique d'attribution à l'échelle intercommunale, en lien étroit avec les politiques de l'habitat, telles que les programmes locaux de l'habitat. L'objectif aussi était d'harmoniser les pratiques et définir des règles d'attribution objectives qui soient lisibles pour les demandeurs et transparentes. Et enfin, promouvoir la mobilité résidentielle et rendre les demandeurs plus actifs. Ces propositions sont venues alimenter un socle législatif qui a été instauré progressivement. Tout d'abord avec la loi ALUR en 2014, puis d'autres mesures sont apparues en 2017 et enfin le socle législatif s'est terminé avec la loi Elan. Donc au niveau des mesures qui sont applicables à tout le monde et depuis 2017. Donc l'État a renforcé le droit au logement pour mobiliser l'ensemble des réservataires. Les réservataires doivent en effet consacrer au moins 25% de leurs attributions aux ménages qui sont reconnus au titre du DALO et aux ménages prioritaires. Aujourd'hui, à minima, il faudrait que 42,5% des attributions soient réalisées au profit de ces ménages relevant du droit au logement opposable et les autres ménages prioritaires. Les autres mesures de portée nationale qui ne sont pas encore appliquées, mais qui sont des mesures à venir et qui ont été rendues obligatoires par la loi Elan, c'est la mise en œuvre obligatoire à partir de novembre 2021 d'une gestion en flux. Aujourd'hui, les réservataires ont leur propre stock de logements et demain, on va partir d'un flux annuel de droits de réservation. Enfin, une mesure encore à venir cette année pour septembre 2021, c'est d'instaurer une cotation, un score, comme Action Logement peut le faire dès à présent, mais un score, une cotation qui va être mise en place à l'échelle de l'EPCI pour l'ensemble des réservataires, avec la même cotation pour l'ensemble des réservataires,
qui vont devoir hiérarchiser les demandes de logement social, attribuer des points. Mais ce sera un outil d'aide à la décision seulement. Je vais revenir maintenant sur les mesures de portée intercommunale qui sont à destination donc, des 8 EPCI soumis à ces mesures. Donc, les 8 EPCI sur notre territoire sont la communauté d'agglomération de Thonon Agglomération, Annemasse-les-Voirons Agglomération, la communauté de communes du Genevois, Cluse-Hervé-Montagne, Faucigny-Glières, le Pays du Mont-Blanc, le Grand Annecy et Rumilly-Terre de Savoie. Depuis ce socle législatif, donc, ces EPCI sont devenus chefs de file d'une politique intercommunale, une politique interpartenariale de la gestion des demandes, de l'information qui doit être délivrée aux demandeurs et de la politique d'attribution des logements sociaux. Tout d'abord, ces EPCI doivent installer une conférence intercommunale du logement qu'on appelle plus communément la CIL. Donc, cette conférence intercommunale du logement, c'est une instance partenariale qui se réunit régulièrement, à minima une fois par an, et qui vise à coordonner toute la politique de la gestion de la demande, de l'information qui va être donnée aux demandeurs et des attributions. Donc, sur le volet des attributions, la CIL doit élaborer un document d'orientation, le DCO, qui doit déboucher sur une convention avec des engagements qui s'appelle la Convention intercommunale d'attribution, avec des engagements des partenaires. Donc, ces deux documents définissent en fait des objectifs et des engagements quantifiés et territorialisés d'attribution pour pouvoir concilier à la fois le droit au logement pour les ménages les plus en difficulté, qui sont les publics prioritaires, tout en assurant la mixité sociale du territoire et un équilibre du peuplement. Le troisième même document qui doit être réalisé, c'est un plan partenarial de la gestion de la demande et de l'information aux demandeurs qui doit déboucher sur 2 conventions. Une convention pour la réalisation d'un service d'accueil aux demandeurs pour que l'ensemble des demandeurs du territoire de l'EPCI aient accès à la même information, peu importe le service vers lequel ils vont être dirigés, et une convention sur la gestion partagée des partenaires de la demande. Pour que cette gestion, soit vraiment, l'information soit partagée par l'ensemble des partenaires avec des outils communs. Enfin, le PPG, qu'on appelle donc le PPGD, donc ce plan partenarial, doit intégrer un système de cotation avant la fin de l'année. Donc, si les PPG ont déjà été réalisés, ils devront intégrer ce système de cotation à venir. Pour ceux à venir, ils devront l'intégrer dès le départ. Donc, ces publics prioritaires sont définis par la loi au sein de l'article L441-1 du Code de la construction et de l'habitation. Donc, les premiers des publics prioritaires, qui sont les prioritaires des prioritaires, ce sont les ménages qui ont été reconnus au titre du droit au logement opposable, qu'on appelle communément les ménages DALO. Viennent ensuite les critères de rang 2, qui sont tous les autres critères de cet article. Pour être reconnu comme étant DALO, il faut ne pas être en mesure de se maintenir ou d'accéder par ses propres moyens à un logement décent ou indépendant. Il faut résider sur le territoire français de façon régulière, comme tout demandeur de logement social, et relever des conditions d'accès au logement social et bien évidemment d'avoir une demande de logement social enregistrée. Le DALO doit être le dernier recours et il doit relever d'une situation d'urgence. La commission est souveraine et c'est face au degré d'urgence qu'elle statue sur le fait que la personne sera reconnue DALO ou non. Eh bien, cette commission est composée des représentants de l'État. Elle est composée également de représentants de collectivités territoriales, de représentants des bailleurs sociaux et des structures d'hébergement, des représentants des associations de locataires et des représentants des associations d'insertion. Ce sont des membres à voix délibérative. Enfin, il y a le SIAO qui est un membre consultatif et qui nous apporte des informations utiles pour les orientations. Donc le DALO, en quelques chiffres, pour l'année 2020, nous avons reçu 1972 recours en 2020. La commission a émis 740 décisions favorables sur le logement. Les bailleurs, en 2020, ont fait 700 propositions de logement à des ménages qui étaient reconnus DALO. Aujourd'hui, nous constatons 469 attributions à des ménages qui ont été reconnus DALO en 2020, mais également sur les années précédentes. Je tiens à rappeler aussi qu'en cas de refus d'une proposition d'un logement adapté à un ménage reconnu DALO, ce ménage est radié de la liste des DALO par la DDCS, sauf s'il peut nous justifier que le logement n'était pas adapté à sa situation pour des raisons éventuellement de santé ou pour des raisons qui sont liées à son travail. Cette réforme permet aussi une meilleure maîtrise de l'équilibre socio-économique du parc social. Elle permet de lutter contre les poches de pauvreté qui pourraient se créer ou qui existent déjà. Et elle permet de mieux informer les demandeurs et les rendre plus actifs dans leur parcours, tout en harmonisant les pratiques de l'ensemble des acteurs.
nous devrons passer à une gestion en flux. Et là, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on va décorréler le logement de son réservataire. Donc, le réservataire, chaque année, connaîtra le pourcentage de logements sur lequel il pourra proposer des candidatures. Chaque début d'année, la commune Y saura que sur l'année en cours, si on a 100 logements qui se libèrent sur sa commune, il pourra avoir des opportunités de proposition de, mettons dans mon exemple là, 30%. Donc sur 30% des libérations, la commune pourra proposer des candidats. La convention qui sera signée, demain le réservataire saura qu'il a X% d'opportunités de proposer des candidatures sur une commune donnée. Le tout, c'est d'avoir une justice entre les réservataires pour que chaque réservataire puisse avoir à la fois un nombre cohérent de propositions, ça c'est en fonction de la convention, et un nombre suffisant de petits logements, de grands logements, de logements financés en PLAI, de logements financés en plus, etc., etc., pour que l'équité entre les réservataires existe et en fonction, lui, de ses priorités en termes de proposition de candidature. Alors la cotation, elle a comme objectif de renforcer la transparence vis-à-vis des demandeurs et d'objectiver le choix des candidatures. Les 8 EPCI sont obligés de mettre en place une cotation. La grille de cotation doit être commune à tous les réservataires et établie à l'échelle intercommunale. Elle doit être communiquée aux demandeurs et une liste des critères pour établir la cotation a été fixée par la réglementation. C'est une inversion en fait de principe de rapprochement offre-demande pour passer à un principe de rapprochement demande-offre. C'est-à-dire que le demandeur va aller consulter les offres disponibles et pourra se positionner. C'est d'autant plus intéressant si ce positionnement peut être associé à un principe de cotation parce qu'elle permettra au demandeur d'estimer ses chances. Lorsqu'un demandeur indique avoir un logement insalubre, y a-t-il des pièces justificatives à fournir et si oui, lesquelles? Des fois, les gens parlent d'insalubrité alors que ce n'est pas forcément de l'insalubrité. Donc, en fonction des difficultés que peut avoir un logement, il s'agit d'une compétence soit de la mairie, et auquel cas, il faut une attestation de la mairie, mais l'insalubrité à proprement parler, c'est une compétence de l'Agence régionale de santé, et auquel cas, il faut alerter donc l'ARS qui, si l'insalubrité est constatée, fournira un arrêté d'insalubrité et qui sera la pièce justificative. Et à partir du moment où il y a un arrêté d'insalubrité, le propriétaire doit reloger la personne. Et si le propriétaire est défaillant, eh bien, l'État se mobilisera pour reloger la personne si elle relève des critères du logement social. On a parlé de critères qui seront obligatoires et de critères facultatifs. Où peut-on trouver ces critères? Alors, ces critères n'ont pas encore été diffusés. Aujourd'hui, donc, les services du ministère, donc la DHUP, qui sont les services de l'État au niveau du ministère de Logement, ont consulté les EPCI jusqu'à fin novembre pour faire remonter tous les besoins au niveau national pour voir un petit peu quels étaient les critères que les EPCI, dont les EPCI avaient besoin dans leur cotation. Et nous attendons prochainement donc, une liste complète de critères qui seront proposés aux EPCI et parmi lesquels ils pourront cocher ce qu'ils souhaitent. Si on n'est pas dans les 8 EPCI nommés, est-ce qu'on va travailler de la même façon? En fait, il y a des mesures qui sont obligatoires. Vous avez l'obligation de reloger à hauteur, alors je ne sais pas, vous êtes une commune, vous avez, je suppose, vous avez obligation de reloger 25% de ménages prioritaires et d'allo, et qui sont les prioritaires des prioritaires sur vos attributions. Ça, c'est une mesure qui s'applique à tout le monde. Maintenant, si vous ne faites pas partie de ces 8 EPCI, vous pouvez instaurer une cotation si vous le souhaitez, et c'est vivement conseillé parce que ça apporte de la transparence, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire un plan partenarial de gestion de la demande comme le Pays Rauchois l'avait, on l'a souligné, effectivement fait. Vous pouvez avoir un programme local de l'habitat, mais ce ne sont pas des obligations, ce sont des mesures qui sont vivement conseillées parce que ce sont des outils, des boîtes à outils qui aident les EPCI à mieux gérer la politique de l'habitat sur leur territoire, mais vous n'êtes pas obligé d'installer une conférence intercommunale du logement et toutes ces mesures de portée intercommunale.